Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, décoré par le chef de l'État, Guillaume Soro, a reçu la Grande Croix de l'Ordre national du mérite des mains de Macky Sall. La maison de l'outil de Thiénaba inauguré cet espace multifonctionnel avec différents métiers. L'ANAMO veut ainsi promouvoir l'insertion des hommes de métier. Et puis un homme a survolé les 400 mètres et au meeting de Dakar hier. Mamadou Kasséane, décrit par de nombreux spécialistes comme une chance réelle de médaille aux Jeux Olympiques. Il demande toutefois des moyens de l'État pour bien se préparer. Mais tout d'abord, le chef de l'État a quitté Dakar ce matin pour se rendre au Gabon pour une visite de travail de 24 heures. Ensuite, le président Macky Sall se rendra à Londres pour prendre part au sommet du G8 qui aura lieu du 17 au 18 juin. Le président de la République a été invité en tant que président du NEPAD. La situation sécuritaire et la stabilité en Afrique du Nord et en Afrique occidentale seront l'un des thèmes essentiels que devra discuter le G8. Le chef de l'État a été salué ici à son départ par le Premier ministre et les membres du gouvernement, mais aussi par d'autres personnalités. Les investisseurs sud-africains sont à Dakar pour mettre en place des lignes d'investissement dans le secteur de l'énergie et des infrastructures. Le groupe Basil Reed, listé dans la bourse de Johannesburg, a rencontré ce matin le chef de l'État sur instruction du président sud-africain Jacob Zuma. Les premiers actes seront posés dès aujourd'hui dans le domaine énergétique. Une rencontre est prévue avec la Sénélec pour la mise en place d'une centrale électrique. Le PDG du groupe Basil Reed, Marius Eyris, est au micro de Pape Biram Bigandjaï. La compagnie Basil Reed qu'il représente, c'est une compagnie qui est vieille de 60 ans, qui est listée donc au niveau de la bourse de Johannesburg depuis plus de 20 ans, depuis 25 ans précisément. Donc, ils sont venus ici donc sur instruction donc du président Jacob Zuma, qui a invité les entreprises sud-africaines à disons étendre leurs activités en Afrique. C'est la raison pour laquelle ils ont été accompagnés de l'ambassadeur Mujola, qui a eu à être dans ce pays il y a de cela quelques années et qui les a amenés. Ils s'intéressent au Sénégal à l'énergie et s'intéressent également aux infrastructures. Donc c'est la raison principale donc, de la visite qu'ils ont effectuée ce matin et qui a fait objet du rendez-vous qu'ils ont eu avec M. le président de la République. Ils pensent pouvoir démarrer déjà avec, dans le domaine de l'énergie, avec déjà les rencontres qu'ils ont eues avec le ministère de l'énergie et qu'ils auront aujourd'hui avec la Sénélec. Ils peuvent dans ce domaine investir très rapidement le domaine des énergies renouvelables. Ils peuvent également faire donc, des centrales, soit au charbon ou au gaz, comme ils savent qu'également c'est une direction prise par l'État du Sénégal. Et ils peuvent également s'impliquer dans l'île de transmission. Mais comme ils l'ont dit, c'est un groupe qui a également d'autres activités, notamment dans la construction, dans les autoroutes. C'est une entreprise qui a eu à faire déjà des autoroutes à péage, également qui sont en train de construire, même pour certains pays développés, des aéroports qui sont en train de leur livrer. Donc tout ça, c'est des domaines d'intérêt et ils vont faire des séances de travail avec les différents ministères. Je vous le disais, dans les titres, Guillaume Soro a été élevé dans la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du mérite par le chef de l'État. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne se dit honoré par cette distinction qui traduit l'amitié fraternelle qui lie le Sénégal à la Côte d'Ivoire. Les deux pays vont renforcer leur coopération bilatérale et déjà les deux parlements vont signer un accord de partenariat. Guillaume Soro répond ici aux questions de Pape Biram Bigandjaï. Guillaume Kibafori Soro, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix dans l'ordre de mérite. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole maintenant pour dire des mots de remerciement à son Excellence le président de la République du Sénégal. C'est la toute première fois qu'en dehors des frontières de la Côte d'Ivoire, je suis ainsi décoré. Et vous comprendrez que je sois encore ému de cette grande marque d'amitié,
de cette grande marque de fraternité qu'on me témoigne ainsi. Donc je n'ai pas de mots pour remercier le président Macky Sall, que je tiens à préciser que je l'ai connu depuis bien longtemps quand nous étions dans des fonctions antérieures. Et j'ai retrouvé un homme d'État, un grand homme d'État, avec beaucoup de simplicité. Je ne terminerai pas sans remercier mon doyen. Depuis quelques jours, et l'attention délicate qu'il a pour la délégation ivoirienne ne manque pas de nous toucher. Nous nous sentons au Sénégal comme chez nous en Côte d'Ivoire, et j'irai en Côte d'Ivoire pour témoigner de la qualité exceptionnelle de l'invitation qui nous a été faite et de l'accueil qui nous a été réservé à Dakar. Le président Moustapha Niasse et moi-même avons fait le point des travaux que nos deux institutions ont eu à réaliser. Non seulement le président s'en est fortement réjoui, vous savez bien que le président Macky Sall, avant d'être président de la République, a été président de l'Assemblée nationale. Donc il sait bien les mécanismes d'usage à l'Assemblée nationale. Alors nous lui avons fait le point et il nous a encouragés à maintenir ce type de rencontre entre les deux institutions, et il a adhéré pleinement à la convention de coopération que le président Moustapha Niasse et moi-même allons signer demain. Ceci dit, le président a souhaité, il nous a prodigué des conseils, le président Macky Sall nous a prodigué des conseils. Il a demandé que nous fassions en sorte qu'en Côte d'Ivoire, la paix continue d'être une réalité. Il nous a encouragés et exhortés à aller dans le sens de la réconciliation entre toutes les filles et fils de ce pays. J'ai été frappé par ces mots de sagesse et ces conseils que le président nous a donnés. Guillaume Soro, reçu par le président de la République, il était également chez le Premier ministre Abdoul Mbaye au cours de ce tête-à-tête avec le Premier ministre. Il a été beaucoup question des relations interparlementaires. La prochaine signature de convention entre les deux assemblées était également discutée. Le président Guillaume Soro était accompagné du président Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Les présidents de l'Assemblée des Assemblées nationales de Côte d'Ivoire et du Sénégal, élevés au rang de pèlerins de Gorée, c'est à l'occasion de la visite sur l'île que Guillaume Soro a découvert les souffrances endurées par nos ancêtres durant la traite négrière. En visite officielle au Sénégal, le président Soro est allé se ressourcer à Gorée, à Bipumbaye. L'île de Gorée est un passage obligé pour tout visiteur qui veut découvrir un pan de l'histoire des Noirs durant les siècles d'esclavage. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kigbafori Soro, est arrivé sur l'île mythique, accueilli par le maire de la ville, Maître Augustin Senghor, et son conseil municipal. Après l'accueil, la visite très instructive de la maison des esclaves. Sur place, le conservateur adjoint Alioune Badara Kabo est revenu sur l'histoire de ce sanctuaire africain, la dernière maison des esclaves construite. Parce qu'en réalité, les premières esclaveries datent de 1536. Et celle-là avait été construite par les Portugais. Voilà, vu que les Portugais ont été les premiers Européens à débarquer sur les côtes ouest-africaines, notamment sur l'île de Gorée. Après une visite des cellules et un passage à la fameuse porte sans retour, le président Guillaume Soro a été élevé par le maire au rang d'ambassadeur et pèlerin de Gorée. On ne peut pas mettre les pieds ici sans être saisi de, je dirais, de frissons. Surtout quand on découvre ce que l'homme a pu faire à l'homme, en un lieu où on a chosifié l'être humain, l'être africain. J'ai pu constater de moi-même comment nos ancêtres ont enduré autant de souffrances. C'est pourquoi je pense que, au-delà des récriminations, la seule leçon qu'il faut retenir, c'est que l'humanité doit être charitable et que nous n'avons pas le droit d'asservir un autre être comme nous.
Je pense que c'est une grande leçon qu'on doit retenir et ça vient à point nommé pour des hommes politiques comme nous, hein, qui devront savoir que la chose politique recommande qu'on travaille plutôt pour l'épanouissement de l'homme. Pour tout ça que nous nous battons aussi, pour avoir la démocratie instaurée dans nos États, dans nos pays. Et tout homme politique qui passe ici doit faire le vœu de servir son peuple, de servir son pays et de ne pas les asservir. Après la signature du livre d'or de la Maison des Esclaves par les deux présidents de l'Assemblée nationale, le pèlerinage a pris fin par un détour sous ce mythique arbre, le baobab, symbole de l'endurance aux vertus médicinales si chères à l'Afrique et qui fera partie des vagues de souvenirs qui vont certainement traverser l'océan pour arriver au pays de la lagune ébriée. Je ne serai pas candidat à la présidentielle de 2015. Alassane Ouattara reste l'homme de la situation, ou encore la reconstruction nationale suit son cours normal. Ainsi se confie Guillaume Soro. Entretien exclusif avec la RTS en marge de sa visite officielle de 5 jours au Sénégal. Voici un extrait de cet entretien. Il faut dire que depuis son départ de la primature, l'actuel président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire brise pour la première fois le silence. Nous l'écoutons. La guerre est terminée. Le gouvernement Ouattara prend des mesures et des dispositions pour fermer la parenthèse, n'est-ce pas, des violations des droits de l'homme. Allez-vous être candidat aux prochaines élections ou allez-vous le soutenir pour son deuxième mandat? Ah non, j'ai été clair là-dessus. Je suis de ceux qui pensent qu'à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, le président Ouattara est en train de faire un bon travail. Et je le soutiens totalement et entièrement. Vous serez candidat ou vous ne serez pas candidat? Je ne serai pas candidat. Quand je dis ceci, c'est pour aboutir au fait que je ne suis pas candidat pour les élections en 2015. Je soutiendrai le président Ouattara, je l'accompagnerai pour qu'il soit réélu en 2015 pour consolider les acquis de sa politique de développement pour la Côte d'Ivoire. Que reste-t-il aujourd'hui de vos relations avec Charles Blé Goudé? Vous savez, un peu proche quand vous étiez étudiant. Ah non, Blé Goudé a été un compagnon de lutte dans le mouvement étudiant. Je vous rappelle que j'ai été celui qui a amené Blé Goudé dans le bureau exécutif national de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Donc, il a été un compagnon dans les moments de nos luttes estudiantines. Malheureusement, je dis bien malheureusement, M. Blé Goudé n'a pas entendu la voix de la raison. Vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien exclusif réalisé par Ousmane Ngari Faye après ce journal de 20 h. Les membres du corps diplomatique représentant les pays émetteurs, les institutions financières présentes au Sénégal et l'État ont tenu une réunion ce jeudi au King Fahd Palace. Cette rencontre entre dans le cadre de la préparation du groupe consultatif 2013. C'était en présence des ministres des Affaires étrangères et de l'économie et des finances, Kaltongé. L'implication de tout un chacun est primordiale pour l'essor d'un pays. L'État du Sénégal est bien conscient de cette réalité. Il a mis sur pied diverses stratégies pour son émergence à long terme. Cette stratégie a été élaborée, vous le savez, de manière consensuelle, fédératrice, inclusive et participative. Elle a enregistré la contribution effective de l'ensemble des acteurs sectoriels concernés par la définition des axes et la mise en œuvre de nos options en matière de développement économique et social. Cette stratégie a permis d'asseoir un diagnostic détaillé de la situation du pays, de revisiter les orientations stratégiques antérieures, d'identifier les nouvelles actions à mener, de préciser leurs coûts et enfin de définir un dispositif de suivi et évaluation du déroulement de la stratégie. Le groupe consultatif est un cadre qui vise à doter le Sénégal de moyens importants, moyens qui vont lui permettre de relever les défis de son programme de développement. C'est notre ambition de faire notre économie nationale une économie efficace et équitable. Et notre programme d'investissement triennal est bâti autour d'un socle de projets rigoureusement sélectionnés parce que porteurs de meilleurs rendements économiques et sociaux. Prévue en octobre 2013 à Paris, cette rencontre verra la participation des décideurs sénégalais, mais également des bailleurs. Le groupe consultatif est un moment attendu pour gagner la confiance des partenaires et lever des fonds pour le développement.
Comment faciliter l'intégration du commerce du Sénégal dans le commerce régional et mondial et contribuer à la réduction de la pauvreté? Pour répondre à cette question, des experts sénégalais sous l'égide de la CNUSED se penchent depuis hier sur la mise à jour de l'étude diagnostique réalisée il y a un peu plus de 10 ans par la Banque mondiale. Alassane Diédhiou. Pour l'histoire, il y a un peu plus de 10 ans, une étude diagnostique sur l'intégration du commerce du Sénégal avait été réalisée par la Banque mondiale. Objectif: opérer un cadrage macroéconomique permettant la prise en compte de l'environnement socio-économique et c'est de la compétitivité des entreprises. Le plan d'action issu de cette étude, il faut le rappeler, a été validé par le gouvernement. S'en est suivi d'abord l'insertion du cadre intégré dans le DSRP, le document de stratégie de la réduction de la pauvreté 2006-2010, puis la mise en œuvre du projet intégré renforcé en 2012. La finalité de ce projet est l'intégration de l'économie sénégalaise dans le commerce mondial et régional. Aujourd'hui, il s'agit pour les experts, sous l'égide de la CNUSED, la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, de procéder à une mise à jour de cette étude diagnostique du commerce. Pendant 9 mois, les consultants ont eu à rencontrer des structures et des personnes ressources du Sénégal pour faire un diagnostic de la participation du pays au commerce international. L'intérêt aujourd'hui, c'est de donner à l'autorité un document diagnostique qui correspond à la réalité économique du pays. Préoccupé au plus haut niveau sur la persistance du déficit structurel de la balance commerciale, le gouvernement du Sénégal s'est engagé à prendre en compte la mise à jour de cette étude diagnostique. L'étude qui s'est déroulée sur une période de 10 mois analyse de manière approfondie les contraintes qui font obstacle à l'intégration de notre pays dans le système commercial international et des questions commerciales dans les stratégies nationales de développement. L'intérêt pour le gouvernement du Sénégal est d'obtenir un document d'orientation stratégique et opérationnel qui contribue au renforcement des capacités commerciales du pays, à la réduction de la pauvreté et au développement. Les résultats attendus de cette révision de l'étude diagnostique du commerce du Sénégal, c'est de mettre à la disposition du gouvernement une aide à la décision dans la définition des actions prioritaires en intégrant le contexte économique national et international. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Khoudia Mbaye, a effectué une visite dans la région de Kaolack. Sur place, il a procédé à la remise d'attestation de propriété à 38 coopérations d'habitat de la région de Kaolack. La zone d'aménagement de Sing Sing Kabatoki est aménagée et mise à la disposition des populations locales. Claire Diop et Matar Kassé. 100 hectares de terre ont été viabilisés par les pouvoirs publics pour les populations de Kaolack. La région enregistre une forte demande en logement du fait de la croissance fulgurante des populations. Le plan d'urbanisation de la zone de Sing Sing Kabatoki est proposé. La surface débrouillée est répartie en 4 tranches opérationnelles de 25 hectares chacune. La première est entièrement aménagée et mise à la disposition des coopératives d'habitat de la région. Nous souhaitons également, Madame le ministre, que les 75 hectares restants de la ZAC nous soient affectés pour satisfaire nos 65% de nos membres qui ne seront pas attributaires dans la première tranche. À travers ce programme, l'État cherche à lutter efficacement contre l'occupation anarchique de l'espace urbain, mais aussi de faciliter l'accès au plus grand nombre à la propriété foncière à moindre coût. Il s'agit pour nous d'aller à la rencontre des populations et de trouver des solutions à leurs problèmes cruciaux. Et ces problèmes ont pour nom très certainement nourriture, mais ils ont pour nom logement, bien entendu, logement construit ou parcelle pour l'autoconstruction. Le ministre a également procédé à la remise symbolique des clés des HLM de Kaolack. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. Je suis venue représenter une de mes sœurs qui a acheté cette maison et je la trouve vraiment jolie et nous sommes vraiment satisfaits. Oui. Profitant de son séjour de travail dans la région, Khoudia Mbaye a voulu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du projet Cœur de ville de Kaolack. Le ministre a beaucoup échangé avec les acteurs et il s'est engagé à accompagner pour la finalisation du projet. Ensuite, cap sur Nioro, la tutelle accompagnée des autorités administratives locales a visité les HLM du département. Ces habitations sociales restent encore inhabitées depuis la fin des travaux il y a 3 ans. La délégation a aussi visité l'espace prévu pour abriter des poules d'urbanisation ici à Keur Madiabel.
Nous restons dans les régions. La FAO vient de remettre 3 tracteurs aux femmes productrices du bassin de l'Anambé. Le don d'une valeur de 67 millions de francs CFA entre dans le cadre de la relance de la riziculture dans le bassin. La cérémonie de réception a eu lieu à la Société de développement agricole et industriel, la Sodagri. Abdoulaye Sinkare. Bouffée d'oxygène pour les femmes productrices de l'Anambé. Il fallait attendre longtemps pour accéder aux outils motorisés. Avec ces 3 tracteurs, c'est toute la chaîne de production qui s'accélère. Auparavant, nous travaillons avec nos mains. Mais depuis l'arrivée de la FAO, nous avons des tracteurs, des semences et des engrais, ce qui a beaucoup augmenté nos revenus. Le geste s'inscrit dans une volonté de soutenir la riziculture dans la vallée. Objectif, atteindre l'autosuffisance en riz. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un problème d'aménagement. Et qui dit aménagement, donc dit moyen, logistique. Et la FAO donc a décidé finalement de payer 3 tracteurs qui sont, si vous voulez, donc taillés sur mesure en fonction de ce que les femmes veulent faire au niveau des vallées, en tout cas qui ont été aménagées au niveau de Sarawonia et au niveau de Konkane. De l'eau au moulin du nouveau directeur, lui qui voulait remotiver les producteurs. La relance du bassin de l'Anambé est bien enclenchée. 3 tracteurs, c'est quoi? C'est la possibilité d'emblaver plus rapidement, de labourer plus rapidement. Ici, on me dit que la queue pour un tracteur, ça peut aller d'une semaine à 1 mois. Avec ces nouveaux tracteurs, je suppose que ce délai va diminuer. Je suppose qu'on pourra respecter davantage le calendrier culturel. Et donc, ça veut dire amélioration des rendements, de la productivité. Cela participe clairement de la sécurité alimentaire. Les femmes de la FEPROBA, de Sarawonia et de Konkane vont aussi bénéficier d'une formation technique pour la gestion du matériel. La commune de Bignona rend hommage à Émile Badiane. Celui qui fut le premier magistrat de cette commune dispose désormais d'une statue. L'initiative du collectif des cadres casamancés a mobilisé toutes les composantes de cette région naturelle. Massayer Tchao et Bachirba. Une foule à la dimension de l'homme que l'on célèbre ici. Tandjem, c'est son village natal, Bignona, sa commune, Ziguinchor, sa région, la Casamance, sa terre, et le Sénégal, sa patrie. Émile Badiane est revendiqué par tous. Bignona magnifie l'homme. Montrer à la jeunesse sénégalaise en général, et casamançaise en particulier, non seulement des références pour un Sénégal uni dans la paix, la justice, et la vérité, mais aussi pour une Casamance réconciliée avec elle-même. Disparu il y a 41 ans, cet homme qui a vécu moins de 60 années a marqué sa génération. Élève très brillant, étudiant toujours en tête dans les compositions et à l'examen de sortie à la prestigieuse école normale William Ponty de Gorée. Conseiller territorial, député à l'Assemblée territoriale, député à l'Assemblée nationale, ministre pendant 10 ans. Humainement, c'était un être pétri de qualité. Sa demeure, selon les témoignages, était appelée la maison du bon Dieu. Au-delà d'une simple image, la statue imaginée et conçue véhicule un message. Je voulais absolument qu'il quitte Tandjem et qu'il parte à la conquête du monde, à la conquête de la paix. Suivez ses pas. Suivons-le tous. Regardez sa démarche. Elle est claire, elle est nette, elle est limpide. Il nous invite à quoi? À aller vers la paix, qui est le seul chemin du développement. Après Dakar, Ziguinchor et Bignona, ce sera au tour de Tandjem d'abriter le prochain hommage à Émile Badiane. Tandjem a préféré reporter son organisation pour le mois de décembre prochain. L'image d'Émile Badiane trône désormais à la place qui porte son nom. Bignona, la commune dont il fut le maire, réclame la contribution de l'État, c'est-à-dire des aménagements qui feront de cet endroit un lieu d'attraction. L'université Ayoun Diop de Bambey a revisité la vie scientifique des Noirs. La Bibliothèque centrale a organisé une conférence sur les thèmes les inventeurs et savants noirs
et la renaissance africaine. L'objectif est d'inciter les étudiants à connaître l'apport de l'homme noir dans l'évolution scientifique du monde. Damsila. De l'Antiquité à nos jours, la race noire a toujours contribué à l'évolution scientifique du monde. Des savants et inventeurs d'origine africaine ont fait des découvertes et des réalisations d'une utilité capitale dans la vie humaine. L'université Alioune Diop de Bambey a organisé une conférence sur les thèmes les savants et inventeurs noirs et la renaissance africaine pour donner des exemples que la jeune génération d'étudiants peut suivre. Nous croyons que ces savants et inventeurs noirs méritent notre plus grand respect. Et nous pensons qu'ils devraient être enseignés au même titre que ceux qui ornent les manuels de sciences et d'histoire qui meublent nos bibliothèques. Dans tous les domaines de la science et de la technologie, l'Afrique a eu à produire d'éminentes personnalités. Ces enjeux doivent être bien compris pour montrer sans ostentation, sans donner l'impression de nous justifier, l'apport de l'Afrique à l'émergence, au développement et aux applications de la science et de la technologie au profit de l'humanité. La connaissance et la vulgarisation de ces apports sont essentiels pour nous comme pour les autres dans la lutte multiforme pour la renaissance africaine. La renaissance africaine, autre thème développé dans cette rencontre, un concept que beaucoup de pays du continent veulent concrétiser, mais le manque de volonté de certains bloque sa mise en place. Pourtant, sa réalisation se trouve être la seule solution pour sortir l'Afrique de ses multiples problèmes. Le grand défi auquel elle est confrontée par l'africanisme dont l'aboutissement logique serait la constitution des États-Unis d'Afrique, qui serait l'unique possibilité pour les Africains de peser dans la balance de la gouvernance mondiale et unique possibilité d'une renaissance africaine, qui soit féconde du génie créateur noir et riche de la diversité culturelle des peuples africains. À l'instar des autres continents, l'Afrique a de brillants savants et inventeurs qui peuvent bien servir de référence à l'élite intellectuelle du continent. Son riche patrimoine historique et culturel l'a fait entrer dans l'histoire depuis des siècles. Et après le premier forum mondial des femmes francophones organisé par le ministère des Affaires étrangères français et l'OIF à Paris le 20 mars dernier, l'ambassade de France au Sénégal a organisé le forum des femmes francophones de Dakar mercredi dernier. Il a permis de porter la voix des femmes francophones. Aïda Mamadou Diop. La création d'un Conseil des droits de la femme, c'est le projet retenu lors du Forum des femmes de la francophonie tenu à Dakar. Il leur a servi de cadre de réflexion et de tribune pour lier les différents événements prévus d'ici à 2015. Un Conseil des droits de la femme, mais redynamiser les réseaux qui existent, les réseaux des femmes élues, des femmes d'affaires, de l'espace francophone, plusieurs réseaux, et voir comment nous allons mettre ensemble tous ces réseaux pour avoir un dynamisme, un nouvel élan pour permettre justement à ces femmes d'aller de l'avant. Le forum a réuni une soixantaine de personnalités impliquées dans la défense des droits de la femme. La place de la femme dans la politique a été soulignée lors des débats. Nous avons proposé que la question casamançaise soit une question nationale et nous proposons une marche nationale des femmes pour la paix en Casamance. Que ça ne se confine plus dans l'espace naturel de la Casamance, mais que ça soit le fait de l'ensemble des femmes du pays pour qu'enfin on puisse trouver de façon définitive la paix pour cette région sud qui souffre beaucoup. Les femmes sont souvent violées par les combattants et donc sont souvent les premières victimes des violences. Donc ça fait partie des remarques qu'il faut faire sur cette classification un petit peu du droit des femmes. Les dynamiques féminines dans l'entrepreneuriat, l'accès des femmes aux droits, de même que la sexualité et la santé de la reproduction ont également été abordées. Autant de problématiques qui intéressent la tutelle. C'est d'abord pour participer à cette phase de restitution des travaux au niveau donc, des groupes thématiques. Et donc ça a permis effectivement de prendre note pour rendre compte à Madame le ministre qui prendra toutes les dispositions, en tout cas pour que ces recommandations fort pertinentes puissent être appliquées convenablement. Le Forum des femmes francophones de Dakar s'inscrit dans la continuité de celui de Paris et dans la perspective du 15e sommet de la francophonie. Il a été organisé par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Sénégal.
Un atelier sur la mise en place d'une stratégie de financement pour une meilleure élaboration et communication de l'information climatique aux usagers s'est tenu à Dakar ce mardi. Il s'est agi de regrouper les différents acteurs intervenant dans le processus d'élaboration et de la diffusion de l'information climatique pour construire des projets qui répondent aux besoins réels des usagers à soumettre aux bailleurs. Omar Baldé. Le Sénégal a une vocation agricole de type traditionnel. Les rendements dépendent de l'abondance des pluies. La mise en place d'une bonne communication de l'information climatique aux usagers devient alors une nécessité. Cet atelier nous permettra de mettre l'accent sur la sensibilisation du monde rural sur les changements climatiques, mais aussi sur l'importance de l'information météorologique dans les stratégies d'adaptation liées à ces changements climatiques. La contribution attendue des professionnels de l'information devrait nous permettre de mieux répondre à la demande sans cesse croissante de nos usagers qui sont devenus de plus en plus exigeants en termes de qualité. Les besoins en information climatique satisfaits, les secteurs de la pêche et de l'agriculture peuvent en tirer grandement profit. Aujourd'hui, nous, en tant qu'acteurs, cette séminaire va vulgariser la vie de nos compatriotes au niveau du secteur de la pêche. Tout dépend de l'atmosphère. Tout dépend de l'atmosphère, tout dépend du climat. L'agriculture, la pêche et d'autres secteurs informels dépendent du climat. Les changements climatiques restent une véritable préoccupation au Sénégal. C'est pourquoi il est important d'associer les chercheurs afin de prendre en charge ce phénomène. Je coordonne une plateforme pluridisciplinaire de recherche qui s'intitule Société rurale, environnement et climat en Afrique de l'Ouest, mais aussi fournir de l'expertise à ses usagers, aux bailleurs, afin que des innovations puissent être mises en place pour permettre aux sociétés rurales de faire face aux défis des changements climatiques. Le processus et la diffusion de l'information climatique aux usagers a besoin de soutien. L'implication des bailleurs de fonds est plus que jamais souhaitée. Le pôle médico-social de l'Agence des aéroports du Sénégal a organisé une journée de don de sang, organisée en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine. L'opération vise à répondre aux besoins en transfusion sanguine des populations salé-sec. L'activité entre dans le cadre des actions de solidarité du pôle médico-social de l'Agence des aéroports du Sénégal. Le centre en est à sa 4e édition. L'opération vise à répondre aux besoins en transfusion sanguine des populations. Nous avons senti le besoin d'appuyer le centre de transfusion sanguine parce que nous suivons à travers les médias que le sang est une denrée rare, que le centre de transfusion rencontre souvent des difficultés à satisfaire les nombreuses demandes. Cette année, l'activité a connu un record de participation. Les agents ont répondu favorable à cette initiative. Je pense que ce que je fais peut être utile et sauver, je ne vais pas dire une vie, mais des vies. Surtout à nos mamans qui se tombent enceintes, qui accouchent, des fois qu'ils ont des problèmes pour avoir du sang. C'est une initiative vraiment belle et nous souhaitons que ça continue et puis ça va aider les malades aussi. Le secrétaire général de l'ADES, représentant du directeur général, se félicite de cette initiative. Ces occasions, c'est d'encourager les gens à comprendre l'importance du sang et que chacun puisse s'engager à donner du sang autant que possible. Parce que sans ça aussi, les hôpitaux ont des problèmes. Des fois, on a tellement d'accidents qu'on a besoin de sang. Et je dirais même que c'est des initiatives, on le fait une fois par année. Mais je me dis que c'est des initiatives qu'on doit répéter au moins 2 fois par année. Organisée en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine, la journée de don de sang a connu une réussite selon les organisateurs. Plus de 100 poches ont ainsi pu être collectées. Thiénaba a réceptionné sa maison de l'outil. Cet espace multifonctionnel abrite différents corps de métiers comme la menuiserie, la mécanique, la couture, l'électricité et l'électricité. Donc, à travers ce centre, l'Agence nationale de la maison de l'outil compte aider les hommes de métier pour une insertion durable. Fatou Diouf. Séance de prière, coupure du ruban. La plaque dévoilée révèle le nom de la nouvelle maison de l'outil, Cheikh Ahmadou Ndack Seck de Thiénaba.
un joyau d'une valeur de 102 millions de francs CFA. La maison de l'outil, un centre d'apprentissage et de renforcement de capacités dans les métiers de la couture, de l'informatique, de la menuiserie et de l'électricité. Avec la maison de l'outil, fini l'exode rural des jeunes pour apprendre ailleurs un métier. Tout se fait sur place. L'ANAMO s'inscrit dans la dynamique de lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes, d'où son slogan « Un homme, un métier, un emploi ». Cette maison de l'outil va polariser à elle seule, si minuscule qu'elle puisse être dans le giron de l'État, va polariser au moins 500 emplois directs et 200 emplois indirects, multipliés par le nombre de maisons de l'outil que nous voulons inaugurer et rendre fonctionnels, qui sont au nombre de 35. Nous dotons la maison de l'outil de Thiénaba d'outils qui pourraient les appuyer dans l'exercice de leur métier et dans la production. Il ne s'agit pas, certes, d'une maison de l'outil implantée pour les jeunes de Thiénaba uniquement, mais pourraient en bénéficier tous les jeunes des villages environnants. 500 jeunes, 26 groupements de femmes et d'associations professionnelles du Thiénaba et des villages environnants disposent désormais d'un cadre pour se former et développer des activités génératrices de revenus. Les militants de l'APR sont favorables au décret portant nomination de nouveaux membres dans les délégations spéciales des 4 collectivités locales de Sangalkam. Ils l'ont fait savoir au cours d'un point de presse tenu dans la localité. Cette rencontre a servi de cadre pour demander aux militants de se mobiliser pour faire de Sangalkam un fief apériste à Diop. Le point de presse est tenu devant un parterre de militants de l'APR à Sangalkam. Des populations venues s'insurger contre la polémique concernant les délégations spéciales. Nous étions donc ici réunis cet après-midi pour répondre à certains, apporter des démentis à certains qui disaient d'une part que les populations des 4 collectivités locales de Sangalkam étaient contre les réaménagements qu'a apporté notre ministre chargé des collectivités locales, Madame Aramdoy. Et certains détracteurs également qui disaient qu'il n'y avait pas à faire au niveau donc, de ces 4 collectivités locales de Sangalkam. L'APR est bien présente à Sangalkam et à chaque sortie, ses militants se mobilisent. Seulement le souhait des dirigeants de ce parti dans la zone est que le choix des personnes siégeant dans les délégations spéciales se fasse dans les règles de l'art. Nous disons que nous sommes pour ces aménagements, pour qu'il y ait de l'équilibre dans la gestion donc, des collectivités locales. Parce que ces délégations doivent refléter également la population. Et d'autant plus que nous sommes dans une coalition qui s'appelle Benno Bokk Yakaar. Et véritablement, cette coalition également devait être reflétée au sein de ces délégations. C'est pourquoi nous disons que nous sommes pour ces aménagements. Et nous allons nous employer de toutes nos forces pour que cette mesure-là puisse passer. Au cours de cette rencontre, les militants ont rappelé leur engagement aux côtés du président de la République Macky Sall. Avec l'approche des locales, la mobilisation a déjà commencé pour faire de Sangalkam un fief des apéristes. En sport, rideau sur la 8e édition du meeting international de Dakar. Mamadou Kassé Anne a été le seul Sénégalais à briller lors de ce meeting en remportant le 400 mètres et avec un temps de 48 secondes 99 centièmes. Les organisateurs tirent un bilan plutôt satisfaisant de l'édition 2013 du meeting de Dakar. Abdelaziz Ban. Il a hissé très haut le drapeau du Sénégal lors de ce meeting international de Dakar. Il, c'est Mamadou Kassé Anne, le seul Sénégalais à avoir brillé lors de ce rendez-vous de l'athlétisme. Vainqueur du 400 mètres et l'athlète n'a laissé aucune chance à ses adversaires. J'ai fait mieux en France. À Rome, j'ai battu mon record là-bas, 48-56. Mais bon, avec le temps, bon, ça va quoi. Je peux dire que c'est une bonne perte. Dans les autres courses, le Kenyan Daniel Komet a remporté haut la main le 1500 mètres. L'Américaine Lechine Williams a gagné le 100 mètres dames. Le bilan de cette 8e édition est satisfaisant. Le meeting de 2014 est en ligne de mire. Nous nous sommes engagés à faire de l'édition 2014 vraiment un vrai top, un vrai challenge. Nous allons faire autant que les autres challenges comme celui de Rabat, d'Oslo. C'est la raison pour laquelle la ville de Dakar
s'est engagé à mettre un budget conséquent. L'État de son côté va continuer à apporter son soutien pour une bonne organisation de ce meeting. La reprise de ce meeting entre en droite ligne dans la politique définie par la fédération qui est une politique de promotion ainsi que celle définie par la président, le maire de Dakar. Un hommage a été rendu au président de l'IDESAF, Moulabine Diak, vers ses 80 ans en 2013. Les artistes comédiens Père Boukhar, Tony, Amdi Mignon et Yoro ont joué leur partition avec une course où chacun s'est déclaré vainqueur. L'homme fort du 400 est au Sénégal. Mamadou Kassé Anne réclame des moyens pour bien préparer les championnats du monde 2013. L'athlète a remporté hier la finale du meeting international de Dakar sur sa distance fétiche. Pour beaucoup de spécialistes, Mamadou Kassé Anne pourrait être celui qui va donner à notre pays sa deuxième médaille olympique. Notre reporter Ibrahima Mboup est allé cet après-midi chez lui à la cité Gabon à Rufisque. Voici son portrait. Lendemain de victoire chez un champion. Le triomphe est modeste, la mine décontractée, toujours en tenue de sport, sourire aux lèvres dans le cocon familial. Mamadou Kassé Anne a sauvé l'honneur au meeting de Dakar, un succès éclatant avec un chrono de 48,99. Je suis très content d'abord d'avoir remercié tous ceux qui sont venus nous encourager. Ce n'était pas facile et le public, ils ont répondu. Et aussi, j'ai fait ce que je devais faire, gagner et voilà. Mamadou Kassé Anne est âgé de 26 ans, sous la toise 1,88 m, à la pesée 75 kg. Il allie endurance, rythme et souplesse. L'athlète a commencé à pratiquer la première discipline olympique tout jeune au club de Saltigué. Il y avait ma soeur qui faisait l'athlète, donc souvent elle m'amenait au stade, donc je m'entraînais, tout ça, mais je ne le prenais pas au sérieux. Mamadou Kassé Anne flirte avec les haies à partir de 2005. À l'époque, il évoluait au Giraffe de Dakar. Aujourd'hui, l'homme a pris de la bouteille auréolé de plusieurs titres. Demi-finaliste aux Jeux Olympiques en 2012, médaille d'argent au dernier championnat d'Afrique, médaille de bronze aux Jeux de la francophonie en 2009. Dans sa ligne de mire, les 14e championnats du monde prévus au mois d'août prochain à Moscou, une compétition à laquelle il n'a jamais participé. J'ai besoin d'aide parce que les championnats du monde c'est bientôt. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore une préparation. Je me débrouille avec mes moyens pour arriver. Voilà. Je lance un appel pour les autorités pour qu'ils m'aident parce qu'on a besoin d'aide, même moi et mes autres camarades qui pratiquent aussi l'athlétisme. Actuellement, Mamadou Kassé Anne vit en France. Il évolue maintenant à Montpellier Athlétisme Méditerranée. Parallèlement, le Rufisquois passe son diplôme de brevet d'État, option activité physique. Il conjugue sport et études, c'est tout bénef. Un esprit sain dans un corps sain. Mamadou Kassé Anne, un athlète à suivre, en tout cas ici derrière à la régie. Tout le monde demande un soutien des autorités pour permettre à cet athlète de briller à ces championnats du monde. Le regroupement des femmes pratiquantes de Bobinam Viet Vo Dao a organisé son 5e gala anniversaire au camp Claudel. C'était avec la participation du taekwondo, du karaté et du nanbudo en présence des parrains. Le reportage de Sensei Yatmalo. Beaucoup de démonstrations à ce 5e gala avec des adeptes assez déterminés pour que le spectacle puisse atteindre des sommets, ce qui a été grandement réalisé. Ces prestations de haute facture montrent que les femmes ont le niveau et que aussi elles ont leur place dans les arts martiaux.
ce qu'elles sont en train de faire participe à l'animation sportive et culturelle de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. On ne peut que les encourager et les accompagner à tous les niveaux pour qu'elles puissent vraiment atteindre les objectifs visés. Des combinaisons bien appréciées par l'assistance. Le Nambudo avec Junior Diatta, le Taekwondo dirigé par Maître Tida, champion d'Afrique, l'équipe nationale de karaté, Kata, sont venus apporter leur concours au regroupement des femmes pratiquantes de Viet Vo Dao. Ce qui a fait plaisir au patriarche Gwen Sen, père fondateur de la discipline au Sénégal. Koen, Tao, Pumsi, Kata, etc. au menu de ce gala devant les deux parrains choisis par le regroupement. Tout le monde a répondu à l'appel. Franchement, pour moi, c'est un succès. Vous savez que la pratique du Viet Vo Dao n'est pas aussi facile. Que c'est le but même du gala. Il n'y a pas assez de femmes dans le milieu sportif. Si vous venez dans les salles, vous n'allez trouver que 5 filles ou 6. C'est la raison pour laquelle, pour avoir le nombre, on a organisé ce gala pour promouvoir la pratique de la femme dans le milieu sportif, particulièrement au niveau du Viet Vo Dao. Des diplômes de remerciement et des cadeaux ont été remis aux participants et sympathisants. Et puis, Bi, c'est le nouveau produit de la loterie nationale sénégalaise, un jeu de grattage et de SMS. Les gains peuvent être en nature ou en espèces jusqu'à 1 million de francs CFA. La cérémonie de lancement s'est déroulée ce matin en présence des autorités de la Société nationale des jeux, Lamine Touré. Bi est désormais disponible en kiosque. Le nouveau jeu de la LONASE se porte sur un seul ticket qui offre aux parieurs 2 possibilités de gagner avec seulement 200 francs la mise. Comme vous le savez, nous étions monoproduits, mais depuis quelque temps, nous avons diversifié nos produits. Nous faisions du jeu SMS. Et la particularité de ce jeu-là, c'est qu'il combine en même temps le jeu de grattage et le jeu SMS. Donc si vous jouez, vous pouvez gagner déjà en grattant. Ou alors, vous pouvez également jouer, quand vous grattez, vous avez un code et vous pouvez jouer au jeu SMS. Et vous pouvez jouer également sans même acheter la carte. Les turfistes et les autres clients de la Société nationale de jeux ont ainsi une nouvelle corde à leur arc. Bi s'inscrit dans un vaste programme de la loterie nationale sénégalaise. L'année dernière, on a fait la course au million, qui a eu un succès éclatant. Nous allons le renouveler également très bientôt. Nous allons également, d'ici le mois de juillet, introduire également le pari sportif. La carte Bi est dans tous les points de vente de la LONASE. La loterie sénégalaise compte aussi investir le marché de la sous-région, cette fois-ci avec un autre produit, Africa Million. Et puis on termine avec la culture. Grand Corps Malade, Awadi, Sniper ou encore DJ Nelson en concert à Dakar pendant 72 heures. La scène de la biscuiterie de la Médina va bouger au rythme du slam, du hip-hop et d'autres formes d'expression artistique contemporaine. Ce sera dans le cadre du volet culture urbaine du tandem Dakar-Paris qui démarre ce soir. Hier, les organisateurs de l'événement ont dévoilé la programmation face à la presse au Mindour. Ils se nomment Ezra et LOS. Ce sont 2 grandes figures du beatbox français. Avec leur spectacle Bionic Orchestra, ils font partie des dizaines d'artistes qui chaufferont pendant 72 heures la scène de la biscuiterie de Médina dans le volet cultures urbaines du tandem Dakar-Paris. Pour Roman, qui sera aussi dès lors, un événement de cette envergure ne peut qu'être bénéfique pour des formes d'expression artistique qui n'ont pas toujours eu l'estime qu'elles méritaient. Pendant très longtemps, les cultures urbaines ont été snobées. Et maintenant, les cultures urbaines occupent leur place et je crois que ça va aller en grandissant. Mais on n'est pas encore arrivé à quoi que ce soit. Je pense qu'il va falloir maintenant qu'on se batte. Ainsi, les grands noms du hip-hop sénégalais seront donc presque tous de la partie, car pour cet événement, les responsables du volet cultures urbaines du tandem Dakar-Paris veulent montrer la pleine mesure de la capitale sénégalaise dans ce domaine. Dans le hip-hop, les gens disent que New York ou bien les États-Unis constituent le premier pôle hip-hop et Paris le deuxième et Dakar le troisième pôle en termes de mouvement. Je ne parle pas de business. Donc c'était un peu normal quand ces 2 capitales se rencontrent. Il fallait impérativement faire ou bien proposer un programme qui intéresse les jeunes. De cette vitalité de la scène hip-hop dakaroise, Grand Corps Malade espère tirer beaucoup de choses. Lui qui se produit pour la première fois au Sénégal. Quand tu viens dans un pays, c'est pas juste pour faire ton concert et te barrer le lendemain. J'ai plein d'attentes, plein d'envies. Donc voilà, pendant 2-3 jours, on va essayer de se nourrir de toutes
ces rencontres. Et puis après, vendredi soir, ça va être à moi de leur redonner tout ça et de faire le meilleur concert possible. À ses côtés, il y aura sur scène Awadi et l'acteur et réalisateur français Richard Boringer comme invité spécial. Et jusqu'au 15 juin, le volet cultures urbaines du Tandem Dakar-Paris nous promet une expérience éblouissante et étourdissante. Tous les spectacles sont gratuits à la biscuiterie de Médina. Voilà un programme à noter bien en place dans vos agendas. Notez également après ce 20h, vous aurez l'entretien exclusif accordé par Guillaume Soro à la RTS. Il y aura également Réu ak Dîner, Omar Seck, Abdelaziz Kébé. Leurs invités s'intéressent ce soir à l'éducation de base. Merci de nous avoir suivis. Oumoubalé sera sur ce plateau pour d'autres nouvelles. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS.